tremblement de terre sur la planète tech. Huawei ne pourra plus proposer Android et des services de Google sur ses smartphones. Pourquoi le constructeur chinois est dans l'œil du viseur de l'administration Trump? Quid d'Apple? La pomme très dépendante de la Chine pourra-t-elle être la victime collatérale de cette guerre économique entre les États-Unis et l'Empire du Milieu? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez On refait le Mac sur notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 334 émissions, mais également des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Je vous rappelle également que vous retrouvez On refait le Mac en version audio sur iTunes, podcast sur iOS, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn, avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine en plateau, une journaliste du Figaro qui a suivi bataille après bataille la guerre entre l'administration américaine et Huawei, Elsa Bombaron du Figaro. Bonjour Elsa. Bonjour Olivier. Ça va bien? En pleine forme. Voilà, tu as bien préparé, on va parler beaucoup de Huawei, on va parler aussi d'Apple. En plateau également, un journaliste qui nous réveille tous les matins sur Europe 1 pour décrypter la tech. Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Olivier. On va te faire coucher tard. Non, en fait, on est à l'heure du déjeuner, donc tout va bien. En duplex, notre consultant en stratégie numérique Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Elsa, bonjour Anissé, bonjour Olivier, bonjour Virgile, bonjour Didier. En duplex de Lausanne également, et de la rédaction de Mac Forever, Didier Poulicani. Bonjour Didier. Et salut Olivier, tu vas bien? Oui, on a du beau monde cette semaine. Hein. Carrément. Et enfin, notre community manager, Virgile Perron. Bonjour Virgile. Salut Olivier, salut tout le monde. Virgile, on va commencer avec toi, on reste avec toi puisque nous allons parler du sondage de la semaine. Virgile, quel était le sondage, la question qu'on l'a posée cette semaine sur le compte Twitter de On fait le Mac? Alors, cette semaine, on a demandé si vous craignez des représailles envers Apple en Chine suite à l'affaire Huawei. Vous avez été donc 65% à voter oui et 35% non. Et en tout, vous avez voté 247 personnes ont voté. Alors, mesdames, messieurs, vos réactions sur le papier, du moins sur le territoire américain, hein, Huawei ne peut pas vendre de smartphones. Apple et Samsung semblent être, aujourd'hui en tout cas, les grands gagnants de cette guerre économique. Elsa, entre la Chine et les États-Unis? Sur le marché américain, le souci, il n'est pas tellement sur les smartphones Huawei, il est sur les équipements de réseau de Huawei, parce que c'est le point d'attaque de Donald Trump. Ce n'est pas tellement les smartphones qui l'inquiètent, ce sont les équipements de réseau, donc les antennes, les cœurs de réseau. Et du coup, par ricochet, les smartphones. Oui, mais aujourd'hui, ça favorise plutôt les fabricants américains et Apple en tête aujourd'hui. Apple en tête sur son marché, parce qu'il y a quand même un certain chauvinisme américain. Oui, mais enfin, si Huawei était là, il perdrait au moins 10-15% du marché. On sait qu'au niveau européen, ils ont pris quand même un coup derrière la tête, et Samsung également. C'est pour ça que je te disais qu'ils sont plutôt les grands vainqueurs. Il y a une montée en puissance. Enfin, les grands vainqueurs, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il y a toujours des effets de bord après, hein, quand on supprime du marché sur les autres, perte de confiance globale du consommateur dans le marché, etc. Donc oui, Apple s'en tire plutôt bien sur son marché domestique, parce qu'en plus c'est son marché domestique et qu'il y a ce chauvinisme et ce patriotisme économique qui est quand même très vivace aux États-Unis. Ouais. Il faut rappeler que Huawei n'était pas très présent aux États-Unis. Hein, en tant que marque. En tant que marque. Il n'y a pas eu ce travail d'évangélisation qu'il y a eu en Europe. Parce que cette histoire, cette bisbille qui est entre la Chine et puis Huawei et les États-Unis, elle date depuis un certain temps. Il y a un problème d'image. C'est très très compliqué pour un Huawei comme pour un Samsung à l'époque en France d'arriver chez les opérateurs, parce que si on passe pas par les opérateurs, si on n'est pas vendu en kit avec les opérateurs, on a beaucoup de mal à percer ce marché-là. Donc Huawei n'était pas très présent en tant que smartphone déjà aux États-Unis. Donc la situation est plutôt favorable aux constructeurs occidentaux, dirons-nous, aux États-Unis. Par contre, à l'inverse, sur le marché chinois, Apple pourrait être une victime collatérale, du moins c'est le thème de l'émission, hein, de cette guerre, qu'elle est aujourd'hui la marque tech américaine, l'une des plus présentes en Chine via ses magasins, donc la plus exposée. Jugez plutôt, hein, le marché chinois a été le principal moteur de la croissance d'Apple. Regardez sur ce slide l'évolution du chiffre d'affaires d'Apple en Chine ces 5 dernières années. Et d'ailleurs, c'est la raison qu'a trouvé Tim Cook pour expliquer le ralentissement des ventes d'iPhone, c'est le marché chinois. Comme quoi, il pèse énormément aujourd'hui. Et on ose imaginer si demain il venait à se fermer. Regardez aujourd'hui l'évolution également du nombre d'ouvertures des Apple Store ces 5 dernières années. Hein. Ils sont montés jusqu'à plus d'une quarantaine aujourd'hui d'Apple Store en Chine. Bref, bilan, Apple a beaucoup misé sur la Chine.
Chine, qui est aujourd'hui son 3e plus gros marché après les États-Unis et l'Europe. Elle est aujourd'hui beaucoup plus exposée, bien plus exposée qu'un Google. En clair, est-ce que la décision de Google, la question est un peu longue à venir, mais la voilà, de couper le pont avec Huawei, finalement, elle a plus un impact sur Apple que sur Google, puisque Google n'est pas vraiment présent en Chine, son moteur de recherche n'est plus présent, le Play Store n'est pas présent, donc ils prennent aucun risque. Le vrai risque, effectivement, dans la guéguerre entre les États-Unis et la Chine pour un acteur américain en Chine, c'est Apple qui prend, c'est les plus exposés. Ils ont déjà commencé à subir les conséquences de ça, parce qu'il y a eu des appels au boycott, parce que le Huawei versus Trump, ça dure quand même depuis plusieurs années. C'est monté encore d'un cran en octobre. Et il y a eu déjà des appels au boycott d'Apple en Chine. Et même certaines entreprises qui sont allées jusqu'à subventionner leurs salariés s'ils rendaient leur iPhone pour acheter un téléphone Huawei. Et ça peut expliquer aussi le ralentissement, tu penses, du dernier trimestre le ralentissement du dernier trimestre d'Apple, il est lié aussi à un ralentissement global du marché chinois. Mais disons qu'ils ont le double effet qui se coule. Le marché chinois est ralenti et en plus, ils se font taper dessus en interne. Donc ça n'aide pas. Anis, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce serait un coup à 3 bandes de la part de Google, qui au final, ce serait Apple qui serait exposé, ses concurrents, plutôt que lui-même en coupant le robinet Android à Huawei? Alors, d'abord, Google n'est pas responsable. Google ne fait qu'appliquer la loi. La loi dit Huawei est sur liste noire, vous n'avez pas le droit de faire des affaires, mais il n'y a pas que Google, il y a aussi Microsoft, il y a aussi Intel, il y a aussi Qualcomm, il y a aussi des tas de gens. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas travailler avec Apple. Mais moi je me dis, ils ne peuvent pas, Google ne peut pas travailler avec Huawei, je vais y arriver. Pour moi, c'est pas vraiment un billard à 3 bandes. Le véritable problème aujourd'hui, si on essaie de regarder un peu à long terme, c'est pas tellement les ventes de smartphones à court terme, parce que ça, évidemment, il peut y avoir des problèmes de boycott, évidemment, il peut y avoir des soucis, mais moi, je pense à long terme, la 5G, par exemple. Comment va faire Apple demain quand il va falloir tester des équipements 5G, des téléphones 5G, parce que ça va arriver. Huawei est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures. Huawei a 3 à 4 ans d'avance sur tous ses concurrents. Donc, si on veut faire de la 5G aujourd'hui, Huawei est un peu incontournable. Donc, même Apple, s'il veut tester des équipements, s'il veut faire des téléphones, le patron de Huawei a proposé ses modems, parce que personne ne voulait vendre des modems à Apple. Le patron de Huawei a proposé des modems. Ils ont trouvé un accord, finalement, avec Qualcomm. Ils ont évidemment trouvé un accord. Mais moi, je me place plutôt à long terme. L'iPhone, je ne sais pas, 13, 14, 15 aura certainement de la 5G. Si Apple ne veut pas être en retard, aujourd'hui, s'il voulait travailler dès aujourd'hui pour être prêt dans 3-4 ans, il faudrait qu'il travaille avec Huawei. Il ne peut pas travailler avec Huawei. Il va être peut-être encore plus en retard. Huawei, ils ont un super allié dans la téléphonie mobile et notamment sur tout ce qui est 5G, c'est des gens qui s'appellent Samsung. Donc il ne faut pas oublier que très longtemps, le premier fournisseur d'Apple, ça a été Samsung, et que Apple était le plus gros client de Samsung. Ils sont concurrents d'un côté, mais ils sont très copains de l'autre, les écrans, pas mal de processeurs, etc. Et sur la 5G, Samsung, qui est l'autre grand gagnant de l'opération, a commencé à pousser de l'infrastructure 5G, et il y aurait éventuellement des possibilités de collaboration entre ces deux-là si jamais Apple ne pouvait plus tester ses produits chez Huawei. Sachant que les tests produits, Apple ne les fait pas qu'aux États-Unis. Pour le moment, il peut aussi faire des tests en Chine, et là, on est à peu près tranquille. Etc. Donc, il faudra harmoniser les fréquences d'un pays à l'autre, comme on l'a vu pour la 3G ou la 4G également. Donc, effectivement, il faut... un autre problème. Du côté du hangar, du côté de Didier et de Stéphane Zibi, j'y suis arrivé. Croyez-vous ou craignez-vous plutôt des représailles importantes, un appel au boycott? On voit que ça, Elsa et je vais y arriver. Anissé nous le disait tout à l'heure en préambule. Est-ce que vous craignez un boycott des consommateurs chinois? Et on le sait qu'ils sont très attachés à leur marque nationale. Didier, Stéphane. Oui, alors donc déjà en général, est-ce que le boycott a fonctionné ces dernières années de façon globale? Quand on a fait des appels au boycott, ça a été il y a des précédents en Chine, hein. Bien sûr, mais en Chine, par contre, ça peut fonctionner parce qu'il y a une forme de... On se rappelle de l'affaire Danone au milieu des années 2000, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Dolce & Gabbana il y a quelques mois. Ou Carrefour. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul endroit où ça peut fonctionner, c'est en Chine. Et là, la menace, ça peut éventuellement faire frémir n'importe quelle marque au monde. Maintenant, par rapport à cette situation, si Apple pourrait en être la victime, ils sont déjà victimes du marché chinois d'après les chiffres qu'ils ont eus. Donc en gros, ça ferait qu'accentuer les problèmes de vente qu'ils ont connus ces derniers mois. Alors, ça ne va pas leur faire baisser les prix des téléphones, ça c'est sûr. Mais... Oui, il va peut-être obligé de s'y mettre. Hein. Ça ne serait pas une mauvaise idée.
Ça m'étonnerait. Didier, on sait que les Chinois étaient très fans de la marque Apple parce qu'il y avait une forte attractivité de cette marque, comme en Europe, mais un peu plus en Chine. C'était un peu comme un signe extérieur de richesse. Est-ce que tu penses que ce sera suffisant pour enrayer éventuellement un éventuel boycott sur la marque à la pomme ? Moi, je rejoins un petit peu Stéphane, c'est-à-dire qu'on a déjà vu des boycotts en Chine, de Carrefour, de marques françaises. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on t'attaque ? En fait, tu tapes sur le plus faible, et effectivement Apple aujourd'hui est dans une position un petit peu plus compliquée en Chine. C'est un représentant de l'Amérique. Ils ont effectivement cette image-là, mais je dirais que sur la durée, c'est des boycotts qui marchent pas si les gens restent attachés aux produits. Je voudrais juste remonter une info, tu vois, qui vient de tomber au moment où on tourne cette émission. Moi j'habite en Suisse, là tu sais, en ce moment, et puis le téléphone phare pour se connecter à la 5G, donc qui est disponible dans le pays, c'est un Huawei. Et c'est très drôle parce qu'il y a plein d'affiches partout avec des Huawei comme ça. Et du coup, si tu veux, les gens qui achètent ce téléphone, ils se disent mais est-ce qu'il sera pérenne ? Est-ce que, quand tu entends ça dans l'actualité, tu te dis voilà, est-ce que j'ai vraiment un avenir en achetant ce téléphone ? Et là, il y a un opérateur anglais donc, qui vient de lancer la 5G et qui vient d'annuler en fait les commandes de Huawei, justement, parce que je pense qu'ils craignent aussi que leurs clients ne soient pas satisfaits d'ici 1 an ou 2, s'il n'y a plus de mise à jour, etc. Donc c'est vrai que le plus gros perdant dans l'histoire, c'est quand même Huawei, c'est un peu bateau de le dire. Ouais, et surtout en Europe, là où effectivement, tu vois, j'ai des chiffres, ils sont passés quand même de 15 à 26% en 1 an de part de marché. Donc c'est quand même assez énorme. Ouais. Elle revient du diable au Vauvert, comme on dit, cette marque. Alors, croyez-vous à un scénario plus dur en plateau, à des représailles politiques, voire économiques de la Chine envers Apple, comme interdire purement et simplement la vente d'iPhone en Chine ? Selon moi, c'est plutôt la Chine qui a plus à perdre que les États-Unis dans cette guerre, parce que c'est une guerre qui est assez globale depuis un certain temps. C'est une guerre sur les tarifs douaniers, c'est une guerre sur la propriété intellectuelle, c'est une guerre sur le transfert de technologie. Aujourd'hui, plusieurs présidents américains ont essayé de faire plier un peu, même les présidents européens, faire du commerce avec la Chine, c'est pas un truc simple. Oui, on sait que pour s'installer en Chine, en plus, quand on veut s'y installer, il faut créer des joint ventures, il faut qu'il y ait un partenaire qui soit chinois qui prenne 51 ou 52%. Donc c'est ça qu'on veut changer. Et c'est pas aussi libre qu'on le croit de s'installer en Chine. C'est ça qu'on voudrait changer. Et donc, si jamais le gouvernement chinois commence à mettre des représailles, il a peut-être plus à perdre parce qu'il a beaucoup à exporter, il a tout intérêt à exporter ses produits. Et si jamais il commence à mettre des barrières, il va bloquer ses importations. Donc, je suis pas sûr qu'il ait tant de marge de manœuvre que ça. Je pense que les Chinois, ils peuvent laisser les Américains se tirer une balle dans le pied tout seuls, parce que c'est ce qu'ils viennent de faire avec. Parce que on dit Trump a publié un décret qui interdit aux entreprises de vendre avec Huawei. C'est la définition, c'est pas Huawei nommément, mais ça arrive à Huawei. Ouais, ça sort vendredi, lundi, il fait hop, en fait, il y a un sursis de 90 jours, les gars, c'était une blague, parce qu'il s'est bien aperçu que les premiers qui prenaient, en fait, c'était les entreprises américaines. Bien sûr. Et Apple par effet de bord, mais en premier lieu, Qualcomm, le titre de bourse dévise de 12%, ça fait juste très 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 mal. Intel qui suit, Microsoft qui râle, il a quand même tout la Silicon Valley qui lui dit oups, il faudrait peut-être faire attention à ce qu'on dit. Donc il n'y a même pas besoin que les Chinois prennent des mesures, il suffit qu'ils laissent les Américains faire. On l'avait vu aussi avec l'affaire Qualcomm-Apple, quand il y avait tout le coup des brevets. Qu'est-ce qui s'est passé avec le procès ? C'est Apple qui avait été interdit quand même théoriquement de vendre en Chine. En Chine, en Allemagne. Mais en Chine. Ouais. Donc il suffit de laisser faire les Américains, il n'y a même pas besoin d'intervenir. Ils font ça tout seuls, ils se bloquent tout seuls. Donc pourquoi aller en plus monter en puissance ? On sait en tout cas que la finalité, et c'était un argument de la campagne de Donald Trump, c'était de rapatrier les usines aux États-Unis. Notamment, son grand rêve, c'est de voir l'usine Apple revenir aux États-Unis. Est-ce que c'est pas quelque part aussi logique s'il y a une logique chez Trump d'aller dans ce sens-là pour finalement contraindre Apple in fine, comme il ne pourrait plus produire en Chine puisqu'il serait interdit aux États-Unis, ou il ne pourrait plus produire en Chine ou vendre en Chine, donc se recentrer sur son marché national, revenir aux États-Unis. Est-ce que c'est un scénario auquel vous croyez ? Est-ce que les marques tech peuvent-elles reconstruire sur le sol américain ? Moi, j'y crois pas du tout. Moi non plus. J'y crois pas du tout. Déjà, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut relocaliser toute une industrie. C'est pas que Apple. C'est-à-dire qu'il faut revenir tous les sous-traitants, tout l'écosystème. Enfin, on essaye aussi en France avec la French Tech et nos gesticulations. Et en fait, c'est quand même très compliqué. On est
dans une économie mondialisée, c'est ballot de le dire, mais c'est vrai, et il faut faire revenir tout le monde. Moi, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, je discutais avec des responsables d'Apple, Rubinstein, qui était l'un des bras droits de Steve Jobs à l'époque, qui était vraiment le chef, l'architecte matériel à l'époque des Mac, et il y avait des problèmes de production déjà à l'époque, de baisse de qualité de production, parce qu'il commençait vraiment à travailler en Chine, et je lui disais, mais pourquoi vous ne faites pas de séries, pour des séries qui valent très très cher, comme des MacBook Pro très haut de gamme ou des Mac Pro, vous ne les produisez pas localement pour des petites séries, puis quand vous maîtrisez la petite série que vous augmentez le volume, vous externalisez. Et il me répondait, mais on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a plus le savoir-faire. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'ouvrir une usine, il faudra 4 ou 5 ans pour retrouver ce savoir-faire. Est-ce que c'est un scénario qui me semble... Enfin, c'est crédible ce qu'il C'est la même disait à chose, l'époque. sans aller même aux États-Unis, regardez en France. Si je veux faire un produit électronique en France, je ne peux pas. C'est pas que je sais pas parce que j'ai plus les compétences. C'est pas une question de compétences. Mais 100%, c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que tout, il faut s'approvisionner en cartes époxy, en composants, etc. Ça veut dire de les ramener d'Asie. Ça veut dire que ça va coûter une fortune. Ça veut dire que même les machines qui se permettent de fabriquer, les usines n'existent pas en France, les usines n'existent plus aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est coincé. On comprend ce que tu disais tout à l'heure, Elsa, que Trump quelque part se tire lui-même une balle dans le pied, quoi. Quelque part. Alors, moi, je pense pas moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il se tire une balle dans le pied. C'est tout à fait logique dans sa politique. Sa politique, c'est de faire plier la Chine. Il fait ce qu'il a été élu pour ça, quelque part. Il fait ce que d'autres présidents, parce que Obama avant lui voulait faire la même chose, mais tout le monde s'est un peu couché devant la Chine. C'est le premier qui résiste et qui va jusqu'au bout et qui va jusqu'à proposer des sanctions. Alors après, est-ce que politiquement c'est intéressant ou pas intéressant? Est-ce que le peuple américain, est-ce que la Silicon Valley va aller dans le sens? C'est une autre histoire. Mais tous les pays du monde essayent de faire plier la Chine et que la balance commerciale ne soit pas aussi déséquilibrée qu'elle est aujourd'hui. Que les règles du jeu soient les mêmes partout, notamment au niveau commercial. Et Trump s'en fiche un peu de taper sur la Silicon Valley parce que c'est pas c'est pas ses électeurs, c'est pas son parti politique, ce sont des démocrates. C'est la Californie, donc en même temps, il tape pas dans son corps électoral. Il fait en sorte de pas trop aller attaquer l'industrie automobile, par exemple, où là, il pourrait avoir plus sous le charbon, où là, il a un peu plus d'écoute. Alors que quand il tape là, c'est plus sensible au lobby de l'automobile. Il y a quand même, je crois que 2 patrons de la Silicon Valley qui ont soutenu Trump lors de sa dernière campagne. Des noms. Allez, retour sur les faits. Nous allons essayer de comprendre ce que reproche exactement l'administration de Trump à Huawei. Mais d'abord, place à la question stockage. Comment créer une partition sur son disque dur? Partitionner son disque dur permet de faire monter sur le bureau du Mac 2 volumes distincts. Alors pourquoi faire? C'est pratique si vous souhaitez par exemple que votre Mac puisse démarrer soit sous macOS 10, soit sous Windows. C'est également utile si vous souhaitez tester les fonctionnalités d'une bêta de macOS 10, tout en disposant d'une version finale et stable pour travailler. En partitionnant votre disque dur, vous allouez l'espace nécessaire à chacun des systèmes d'exploitation et vous pourrez ainsi démarrer votre Mac sur l'un ou l'autre volume en fonction de vos besoins. Alors comment faire? Commencez d'abord par sauvegarder vos données sur un disque externe à l'aide de Time Machine, puis lancez l'utilitaire de disque de macOS 10. Il se trouve dans le dossier utilitaire, lui-même situé dans le dossier application. Une fois lancé, sélectionnez le disque à partitionner et cliquez sur partitionner. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton plus. Une nouvelle partition s'affiche dans votre espace disque. Donnez-lui un nom bien compréhensible et vérifiez la taille de votre partition. L'utilitaire attribue en effet une taille par défaut. Vous pouvez, si vous souhaitez, changer manuellement l'espace alloué à votre partition dans le champ taille. Cliquez ensuite sur partitionner une fois le disque partitionné. Vous pouvez enfin installer sur le second volume qui apparaît désormais une bêta de macOS 10 ou encore Windows. Une fois le second OS installé, il suffit de démarrer le Mac en maintenant la touche option enfoncée pour sélectionner le volume et l'OS de votre choix. Retour sur la guerre économique entre les États-Unis et Huawei et au-delà la Chine. On va essayer de décrypter ce que reproche également l'administration Trump aux constructeurs de Shenzhen. Huawei dans l'œil du cyclone, que reproche exactement l'administration américaine à Huawei, Elsa? Si on peut faire un bref historique. À commencer par les histoires d'espionnage, quand tu parlais tout à l'heure, les équipements.
À peu près, on va juste prendre depuis le début de la présidence de Trump. Trump soupçonne les Chinois, par leur législation aussi, de pouvoir d'un simple coup de fil de Pékin dire à Huawei, ils vont activer les backdoors. Donc on présume qu'il y a des backdoors, des portes d'entrée cachées dans les différents équipements et logiciels de Huawei, des espions. Et d'un coup de fil, Pékin dirait à Huawei, écoutez, activez ces logiciels, je veux savoir ce qui se passe chez IBM, chez... les grandes entreprises. C'est pas tellement... C'est vraiment pas tellement l'armée ou le gouvernement américain. Ça peut être l'armée ou le gouvernement américain, mais comme ils ne sont pas trop équipés, c'est pas trop là que se pose le problème. C'est vraiment sur de l'espionnage industriel. Donc on ressort des vieux dossiers. C'est la guerre économique. Voilà. On ressort des vieux dossiers, y compris un dossier où il y aurait eu deux employés de Huawei qui ont volé un bout de composants d'un robot qui était utilisé chez T-Mobile pour faire des tests sur les écrans. Ça s'appelait taper sur. C'est très, très vital. Oui, ça semble un peu dérisoire. Voilà, ça semble un peu dérisoire. Il faut savoir que sur cette histoire histoire de backdoor, il y a zéro preuve. Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'ils apportent des preuves à leurs accusations? On sait que la justice américaine est différente dans le fonctionnement de la justice européenne et française, où il faut apporter plutôt la preuve de son innocence plutôt que la preuve de sa culpabilité. Donc ça joue. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des preuves? Non, mais ça va beaucoup plus. Il y a zéro preuve aujourd'hui. Il n'y a que des soupçons. Mais c'est pas que les États-Unis. En France, on a eu le même problème où les équipementiers, des Orange, des SFR, commençaient à s'équiper avec des routeurs, des équipements Huawei. Et plein de députés se sont un peu indignés en disant attention, est-ce que c'est pas grave de donner notre cœur de réseau à la Chine? Donc il y a toujours eu cette peur du péril jaune comme ça. Un peu nationaliste. Là où c'est assez amusant cette affaire, c'est qu'on n'a pas trouvé de preuves du côté de Huawei. Par contre, on en a du côté de chez Cisco. C'est-à-dire que chez Cisco, c'est truffé de backdoor. Le concurrent de Huawei, mais américain. Ça a été démontré. Et Snowden a encore dit qu'il y a énormément d'équipements aujourd'hui qui ont des... Donc c'est ça qui est assez comique dans l'histoire. C'est que d'un côté, il y a des soupçons parce qu'ils sont chinois, il faut bien le dire, l'avouer. ZTE a eu le même problème. ZTE qui est un autre opérateur chinois, enfin équipementier chinois. Donc c'est quelque chose qui est courant. Simplement, du côté de Huawei, on n'a pas encore de preuves, on n'a rien trouvé, mais du côté des Américains, on a quand même des choses. Je suis allée chez un opérateur télécom français récemment et une chance sur 4. J'ai visité un data center, donc tu vois, ça réduit encore la chance. Et donc il y avait que beaucoup. Non, c'est pas free. Il y avait beaucoup d'équipements américains. Et je dis au responsable du site, je dis vous n'avez pas peur des backdoors? Il me fait mais on sait qu'il y en a. On part du principe qu'il y en a, mais on a justement des protocoles. Donc chez les Américains, on sait qu'il y en a, on les a trouvés. Et il y a des protocoles pour les éviter. Et je lui dis, et c'est Huawei, il me dit, dans ce qu'on a testé, on n'a pas trouvé. Mais alors, c'est quand même accessoirement, énorme. Ce sont des alliés aussi de pas mal de pays européens. En gros, on choisit par qui on se fait espionner. On se fait espionner par nos Il faut rappeler quand même que, alors il y a une guerre économique, mais qu'au-delà que des opérateurs de télécom et des backdoors dans leur infrastructure posent problème, parce qu'on sait que tout ce qui est réseau télécom, ça touche là, par contre, la défense nationale. Voilà, c'est comme c'est en cas de la conflit. Souveraineté, la sécurité. Alors revenons à l'affaire Huawei. Elle a connu un rebondissement important en fin d'année dernière, où là, la fille du fondateur, la directrice financière, la princesse de Shenzhen, Meng Wanzhou, je ne sais pas si je prononce bien, a été arrêtée à la descente de son avion à Vancouver alors qu'elle faisait escale pour aller à Mexico. Voilà, ils ont arrêté. Elle a une maison à Vancouver. Ouais. Ils ont été arrêtés sa fille. Alors ça n'a officiellement aucun rapport avec la guerre commerciale, puisque le fin mot de l'histoire là-dedans, c'était que Huawei aurait fait des deals avec l'Iran, autre sacrilège au lieu de Donald Trump. Ouais. Donc là, on sait que les entreprises... c'est une autre affaire. C'est une autre affaire dans l'affaire. On sait qu'il y a... qu'il est interdit pour les entreprises, les Français ont payé de grosses amendes là-dessus, quand on est dans le périmètre américain, on va dire, de travailler avec l'Iran. Bon, Huawei, il l'aurait fait, et donc ils ont arrêté à sa descente d'avion la directrice. En liberté surveillée, c'est ça? Et maintenant, elle est en liberté surveillée. Il y a eu des tractations au plus haut niveau de l'État, et elle est en résidence surveillée dans sa maison à Vancouver, et on est tendant d'être éventuellement expulsé vers les États-Unis. Donc c'est quand même du lourd, cette histoire. Olivier, on voit bien le problème. C'est un problème d'impérialisme contre un autre impérialisme. C'est un problème de protectionnisme contre un autre protectionnisme. La guerre, elle est là, en fait. Elle est là entre l'impérialisme et le protectionnisme américain qui se bat contre l'impérialisme et le protectionnisme chinois. Ce qui est amusant, c'est que l'impérialisme chinois a quand même évolué. On sent qu'il y a quand même des racines de temps en temps très autoritaires, qu'on puisse dire. Et de l'autre, ils ont pris le modèle libéral, ils l'ont adopté pleinement, sauf qu'ils ont leurs propres règles. C'est ça là. Et ils voudraient que les Américains on parle de l'absence totale de réseaux sociaux et de Google, d'une partie des services de Google en Chine tout de suite parce qu'ils n'ont pas le droit d'y aller, ou c'est plus tard qu'on en parle? Non, tu peux y aller. On peut y aller parce que, franchement, pourquoi est-ce qu'il y a des géants chinois de l'internet? C'est parce qu'ils ont fait des copier-coller
découlait de ce qui se faisait chez les Américains, et parce que les Américains n'avaient pas le droit de développer leurs propres services en Chine. Oui, pourquoi est-ce que Alibaba existe? Parce que pas Amazon. Pourquoi est-ce que Baidu? Parce que pas Facebook, etc. Enfin, on peut multiplier les exemples à l'infini comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gros réseaux de supermarchés en Chine? Parce qu'ils ont copié le modèle Carrefour. Oui, on sait très bien que eux, le protectionnisme, ils connaissent très bien, et on sait qu'en Europe, c'est un terme, on le voit à la veille des élections européennes, c'est un terme qui est récurrent, et on dit, mais la Chine, même les États-Unis, abusent et usent de la protectionnisme, c'est pas le cas en Europe. Mais revenons un instant, on sait que d'une manière générale, les grandes entreprises chinoises ont des liens avec le gouvernement chinois. On n'a pas forcément une preuve capitalistique, mais c'est une autorité, je dirais, publique, que le gouvernement chinois encourage, je dirais, l'émergence des géants de la tech. On l'a vu avec les Huawei, les Xiaomi, les ZTE, les Alibaba, les Baidu, qui ont connu tous une croissance phénoménale, parce que le gouvernement chinois a favorisé leur émergence. Toutes les grandes entreprises de tous les pays ont des liens avec le gouvernement. Combien d'entreprises françaises, grandes entreprises françaises, sont subventionnées par l'État? Je sais pas, on parle d'Orange, ça devient compliqué aujourd'hui avec l'Europe. Non, mais ils ne sont pas vraiment subventionnés quand même, Orange. Non, pas subventionnés, mais ce que je veux dire, c'est que Airbus, c'est des émanations de l'État à la base. C'est que quand même que sans l'État, ces entreprises n'existeraient pas. Et c'est la même chose qu'on reproche à Huawei. Aujourd'hui, a priori, techniquement, l'État n'est plus présent, mais à la base, à la création de l'entreprise, il y a eu des liens avec le gouvernement. Ouais. Alors, encore une fois, on peut soupçonner tout ce que l'on veut. On le voit aux États-Unis. On peut soupçonner tout ce que l'on veut. À la fin, c'est quand même une histoire politique. Non, mais il y a deux choses en Chine. Il y a un gros paquet d'entreprises qui ont l'État à leur capital. Bon, ça au moins c'est clair. C'est clair. Huawei dit on n'a pas l'État à notre capital, ils ne sont pas cotés, c'est invérifiable. Officiellement, non, je sais plus, c'est 99%. L'entreprise appartient à leurs employés. Oui, c'est 99% de l'entreprise qui appartient aux salariés, 1% aux fondateurs, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais le lien, il est politique de toute façon. C'est que Pékin, c'est un Patriot Act à la chinoise, c'est-à-dire que Pékin a la possibilité de demander à n'importe quelle entreprise chinoise de lui fournir des informations sur ses clients. Clients au sens le plus large possible, s'il vous plaît, monsieur. Donc, partant de là, évidemment que c'est un petit côté angoissant. Et on rappelle qu'aux États-Unis, c'est strictement la même chose, avec toutes les histoires qu'il y a eu le gouvernement peut demander à Microsoft de pouvoir lire n'importe quel mail, même hébergé en Europe. Et c'est pour ça qu'à une époque, il y a eu toute cette idée de faire un cloud souverain, pour que les données soient hébergées en Europe, pour éviter que le Patriot Act, que les Américains puissent espionner les mails de... Vous vous souvenez de cette histoire de Nicolas Sarkozy qui utilisait un téléphone américain? On disait attention, c'est même pas un téléphone américain, c'est un téléphone canadien en l'occurrence, donc ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais il y avait cette peur que quand on n'utilise pas un produit français ou des données hébergées en France, les Américains... Donc c'est exactement la même chose quelque part. Utiliser un téléphone mobile français, bon courage, ça va devenir compliqué. En revanche, un serveur en France avec un data center en France, là, là on y arrive. Juridiction française. Il y a souvent une question que je me pose et qui, dans les discussions qu'on a sur l'explosion de ces marques chinoises qui viennent de nulle part, je pense notamment à Xiaomi. De nulle part parce que... Oui, pas Huawei, nulle part. Non, je pense plus à un Xiaomi par exemple. Beaucoup de marques blanches. On se pose souvent, est-ce que ces marques doivent suivre les mêmes règles que les entreprises, je dirais, occidentales? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont vraiment une obligation d'être rentables? Est-ce qu'elles n'achètent pas de la part de marché aujourd'hui? Est-ce qu'en clair, elles ne cassent pas un petit peu le marché pour tuer la concurrence? Est-ce qu'elles sont pas en train de avoir la même politique que Uber? Oui, non, par exemple. mais sauf qu'Uber est coté en bourse et a des comptes à rendre, ce qui n'est pas le cas de ces entreprises. Depuis 15 jours. Depuis 15 jours, mais il y a quand même il y a plus de transparence sur les comptes qu'il peut y avoir sur certaines entreprises chinoises. Enfin, du moins, j'espère. Non, mais moi, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Vous comprenez ce que je veux dire en clair. Du péril jaune, c'était ça. Voilà. C'était que c'est pas les mêmes règles. Voilà, ils sont favorisés. C'est moins cher qu'Apple, que les autres constructeurs. Bon, c'est qu'Apple a tendance à exagérer, même beaucoup sur les marges. Mais là, est-ce qu'on sait quel est le niveau de marge chez Huawei aujourd'hui ou chez Xiaomi? On n'en sait rien. Voilà. Xiaomi, ils affichent un niveau de marge en disant on ne fait pas plus de 5% de marge sur nos produits. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Après, est-ce qu'ils ne sont pas carrément sur des marges négatives? Parce que est-ce qu'ils font pas de la part de marché. De la part de marché. C'est sûr que ça peut énerver certains dirigeants européens ou américains. Ce ne seraient pas les premiers à le faire, parce que Samsung, comment ils sont devenus numéro 1 dans la télé, ils ont vendu à perte pendant 15 ans. Oui, si on remonte. Donc c'est la technique à chaque fois du nouvel entrant qui vient casser les prix du marché. Sauf que là, derrière, il y a la Chine. Derrière, il y a la Chine. Et alors, on n'a pas forcément des subventions directes, on a des prêts et des financements à des taux très favorables. Et la Chine a aussi une autre technique. Alors, on le voit moins en Europe, en tout cas occidentale, mais plus sur l'Europe de l'Est et
éventuellement encore plus en Afrique, c'est qu'ils fournissent aussi les financements. Donc si vous avez besoin d'un crédit pour acheter du matériel chinois, vous avez tout, le crédit gratuit, le matériel, all included, le service, etc. Bon, après, vous êtes un peu pieds et poings liés avec le fournisseur en question. Mais donc oui, évidemment qu'ils ont acheté de la part de marché. Allez, un petit retour sur Vanguard avec Stéphane et Didier. Votre sentiment justement par rapport à cette guerre économique, cette émergence des constructeurs chinois qui ne sont pas, seulement qu'on puisse dire, tout blancs, même si ça ne justifie pas évidemment le coup de montant de Donald Trump, Didier. Ouais, en fait, on s'aperçoit surtout qu'on est un peu le dadon de la farce en Europe, parce nous, on n'a pas réussi à faire ça, on n'a pas réussi à créer des géants du logiciel, des géants de la téléphonie. Enfin bon, il y en a, mais pas dans ces univers-là. C'est pas des licornes. Voilà. Et c'est vrai que tu prends une boîte, alors c'est très rigolo parce qu'on parle de Huawei, mais là, l'administration américaine a lancé une alerte là, il y a quelques jours, c'était sur les drones. Alors les drones, ça te fait penser à quelle marque? Évidemment DJI, qui a 80% du marché, et là qui sont bien présents aux US. Et effectivement, cette boîte, quand tu vois ce qu'elle arrive à te sortir à des tarifs assez concurrentiels, avec un niveau de qualité énorme, et c'est très très difficile de savoir d'où viennent les fonds, comment ils créent leurs produits. Enfin, c'est une entreprise très très mystérieuse. Aujourd'hui, elle a la plupart du marché, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça. Et tu te dis, voilà, ça pourrait être la prochaine cible, par exemple, de Donald Trump, DJI. Bien sûr. C'est un excellent exemple. Ouais. Stéphane, ton sentiment? Oui, de toute façon, il y a un truc qu'on n'a peut-être pas parlé depuis le début de l'émission. Nous, les consommateurs, derrière, on va se retrouver avec quoi comme alternative si, par exemple, ça se décide, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver avec, d'un côté, les Américains, d'un côté, les Chinois. On devra choisir l'un ou l'autre. Et après, selon notre volonté de laisser nos données aux Américains ou aux Chinois, on va peut-être être, selon notre marque, on va peut-être être classé, pas politiquement, mais pas loin en fait. Je remarque qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont quand même un petit peu particulières, qui sont décidées peut-être à des buts électoralistes de la part de Trump. Certainement, oui. Peut-être probablement de se faire réélire. Et je ne sais pas s'il y a... ça semble être un peu mou du côté des démocrates, de mon point de vue, mais après voilà, là et pour l'instant il est en train de tout faire pour montrer que économiquement il a rendu du pouvoir d'achat et de la force aux États-Unis, parce que c'est un peu ça, et donc il pourrait être élu et plus facilement. Donc voilà, c'est en faisant en faisant des choses comme celle-ci que des coups il fait des coups. Pour moi, c'est comme la communication, de toute façon, d'une certaine manière, qu'importe les conséquences. Justement, belle transition, Stéphane. Que cherche vraiment Donald Trump? Est-ce que c'est un jeu de poker menteur? C'est un coup de bluff? On a vu que, tu l'as dit tout à l'heure, Elsa, qu'en fait, ils ont recommuniqué l'administration Trump en disant mais en fait, vous avez 3 mois pour faire vos mises à jour, donc le coup de prêt ne va pas tomber tout de suite. On a vu que certains élus du Congrès ont montré du doigt que l'affaire, qui est une affaire comparable, qui s'était, tu en as parlé tout à l'heure, anisée avec les ZTE, qui a été également pointé du doigt, puis les choses finalement se sont arrangées. Est-ce que c'est pas un pas en avant pour mieux reculer de la part de Donald Trump, et juste pour faire juste un coup de bluff, un coup de pub, même si ça a des répercussions terribles pour les marques? On a vu que les marques, leur valeur en boursière a dégringolé, rien que Qualcomm ou même Apple. Alors si tu fais 3 mois, ça fait juin, juillet, août, fin août, il y a le G7 et Trump doit normalement rencontrer le président chinois. Donc c'est pas, le calendrier n'est pas non plus complètement au hasard. Ça donne une impression d'improvisation et d'amateurisme rarement atteinte, de se dire un jour j'interdis, le lendemain non, finalement les gars, vous avez 90 jours, c'était une blague. Alors est-ce qu'il est nul à ce point-là, ou bien est-ce que c'est le plus fin négociateur que la Terre ait jamais porté? Oui, en tout cas, voilà. Moi, mais je suis pas sûr que la deuxième réponse soit la bonne. Je suis d'accord avec toi. On peut parler d'improvisation, etc., mais je pense que quand même, les lignes auront bougé. Quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après cette affaire. Parce que d'un côté, si jamais il négocie extrêmement bien, peut-être que le gouvernement chinois va plier et que la balance va se rééquilibrer d'une certaine manière. Et là, tout le monde va en profiter, même les Européens. Ou sinon, ça va créer quelque chose qui peut être
à mon avis plus grave. On parlait tout à l'heure de l'Europe et de l'Europe qui, là-dedans, n'a pas vraiment son mot à dire. Mais c'est qu'on peut avoir une balkanisation complètement d'Internet. Ça veut dire que quelque part, si demain, parce que Huawei ne peut plus utiliser les technologies américaines, va développer les siennes, quelque part, ils vont développer un écosystème différent en Chine. Et aux États-Unis, on va développer un écosystème aux États-Unis. Et l'Europe, au milieu, elle se retrouve avec rien. Il y aura une balkanisation de l'Internet qui n'est pas forcément bonne pour nous, les utilisateurs. Allez, on avance et on passe tout de suite à vos questions Twitter. Virgile, quelles sont les questions Twitter cette semaine ? Alors Olivier, cette semaine on a sélectionné 2 questions, dont une où on a déjà plus ou moins répondu au début de l'émission, qui était posée par Ayam Seb. C'est est-ce que Apple devrait réfléchir à construire des usines sur le sol américain ? Là, on y a répondu. Voilà. Et la deuxième qui est posée par Stéphane Coupchot, le risque n'est-il pas de forcer Huawei à développer à terme son propre OS qui viendra fragiliser dans quelques années le mastodonte Google avec son Android ? Je l'aime bien celle-là. Alors, Elsa. Parce que Huawei est au pied du mur là, et on voit toute la dépendance de Huawei à Android, et donc évidemment qu'ils sont déjà en train de réfléchir à un OS. Ils ont déjà un magasin d'applications qui fonctionne en Chine. Oui, il manque l'OS. Même en France, parce qu'à Brigaderie, on l'a aussi sur les téléphones européens. Mais personne s'en terre, il n'y a rien dedans. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'ils vont être suffisamment attractifs pour faire venir des développeurs dans leur environnement ? Mais le coup 1, c'est oui, évidemment que la Chine, face à ça, va se doter de son propre OS sur smartphone pour rendre l'ensemble de son écosystème de fabricants de smartphones indépendant d'Android et des Américains. Et on a vu aussi qu'en Corée, le gouvernement coréen, ça fait 2-3 ans qu'il pousse Samsung et dans une moindre mesure aussi LG à développer leur propre OS pour avoir aussi un OS dépendant. Toi, tu parlais tout à l'heure, je te laisserai sur la Russie, mais donc effectivement, on arrive à des montées d'OS. Alors les seuls, les dindons de la farce, pour reprendre l'expression de Stéphane, c'est les Européens qui vont regarder passer les scuds en espérant qu'il n'y ait personne qui leur tombe dessus. Développer un système d'exploitation pour le mobile, c'est pas facile. On a vu que récemment, Microsoft s'est cassé les dents avec, il a abandonné le marché du smartphone malgré qu'il ait racheté en son temps Nokia. C'est pas évident, mais c'est vrai que la Chine dispose d'un marché intérieur formidable pour ça. C'est pas évident, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent se baser sur Android. C'est qu'il y a une partie d'Android qui est complètement libre, qui est en open source, et ils vont se baser là-dessus parce qu'il y a déjà un écosystème, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le connaissent bien, simplement. Et c'est vrai que c'est le même problème que Samsung a eu, parce que Samsung, voyant sa puissance monter, il se dit mais je suis quand même extrêmement dépendant de Google, donc tout le monde cherche un peu son indépendance. Il n'y a qu'Apple qui a cette capacité à pouvoir faire les deux, et donc je pense que malheureusement c'est assez inévitable. Quand je disais tout à l'heure qu'il va y avoir un avant et un après, comment on se rend compte aujourd'hui que quelqu'un comme Donald Trump a le pouvoir de éjecter un acteur comme Huawei de l'écosystème Android, et des gens vont commencer à réfléchir à 2 fois, ils vont essayer de se protéger, et donc on va avoir cette balkanisation qui n'est pas bonne pour l'utilisateur. C'est vrai que il y a iOS et Android, c'était bien pour les développeurs parce que s'ils auraient préféré qu'il y ait un seul écosystème parce que ça fait du volume, et là pour les développeurs ils vont être obligés d'éclater leurs outils, leurs applications sur différents écosystèmes, ce qui n'est encore une fois pas bon pour nous. Et Huawei ne fait pas que débarquer dans le marché du smartphone. C'est déjà 20% des ventes de smartphones dans le monde, c'est 25% des ventes sous Android, alors que Microsoft, ils l'ont fait un peu à l'envers. Ils ont essayé de s'imposer avec tout leur univers. Là, ils savent déjà, ils sont déjà là, ils ont déjà des acheteurs qui sont prêts à les suivre, donc ils ont déjà une base de clientèle, s'ils migrent, qui suivra. Et on a vu sur les réseaux sociaux arriver un hashtag support Huawei, il y a même eu un je suis Huawei en France, et la marque me jure que c'est pas eux qui ont initié le truc. Donc si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a quand même des furieux et des fans qui suivront. Si je peux me permettre, Olivier. Moi, j'y crois pas une seconde à Huawei qui arrive avec un OS là, qui va développer ça en un an, même basé sur Android. Des gens qui savent faire des OS. Et il y en a très très peu sur la planète. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de cette... je pense que Trump le sait aussi, c'est-à-dire que Huawei sans Android, c'est quasiment fini en Europe. Et c'est impossible qu'ils reviennent aux États-Unis avec ça. C'est-à-dire qu'ils pourront effectivement se contenter de la Chine. Et encore, c'est-à-dire qu'on a même vu ça à l'époque de Windows. Tu te rappelles, les Chinois voulaient faire un OS. Il est où aujourd'hui cet OS ? Il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est très 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 compliqué de faire du logiciel. Et on le voit aussi dans les secteurs automobiles aujourd'hui. Ils ont énormément de mal à faire des systèmes. D'ailleurs, Google arrive par la petite porte là avec son Android sur la voiture. Donc non, j'y crois pas. Même Samsung a essayé avec ses smartphones, avec ses montres. Et ça moi, je serais pas aussi catégorique parce que c'est pas une question. Pour moi, c'est pas une question de capacité à faire. Je pense. Non, mais l'OS existe déjà. Il s'appelle Hongmeng et il est tourné sur Android et il peut faire tourner des applications. Et moi, je te dis juste, si cette histoire va jusqu'au bout, tout le monde sait qu'on apprécie plus tous iOS
que Android, je suis sûr que Huawei mettrait le paquet, mettrait 20 000 ou 30 000 personnes, comme ils sont capables de le faire, pour pouvoir développer en un temps record une application qui serait le meilleur des deux mondes. Et je suis sûr même qu'ils iraient jusqu'au bout de l'imagination en faisant même en sorte que même toutes nos applications tourneraient, même celles d'iOS, un jour. Au nez et à la barbe d'Apple. Mais oui, faut pas les provoquer. Et puis le succès d'iOS, il faut quand même le rappeler, c'est des applications, c'est l'écosystème qui fait les succès d'iOS. C'est pas tellement la qualité même de l'OS, sinon on n'aurait pas forcément de l'iOS. On a peut-être du WebOS aujourd'hui qui était reconnu comme étant le meilleur OS mobile. C'est pas la qualité. De chez Palm, de chez HP à l'époque. Pourquoi Microsoft n'a pas réussi? C'est parce qu'il n'y a pas d'écosystème de développement d'applications. Aujourd'hui, si jamais Huawei décide en Chine d'avoir son OS, je vous garantis que tous les développeurs chinois, et ça fait un paquet d'argent, vont développer des choses pour eux. Mais ils n'auront pas le choix. Oui, bien sûr, les gens n'auront pas le choix. Alors, est-ce que Huawei peut survivre sans Google? On essaie d'y répondre dans ce prochain chapitre. Huawei peut-il survivre sans Google? Alors, quels sont d'abord, déjà, Anissé, Elsa, les recours pour Huawei aujourd'hui? Ils peuvent porter plainte, ils peuvent aller devant un tribunal. Comment ça se passe? Trump, c'est l'enfant roi, il fait ce qu'il veut? Alors, c'est un pays de droit quand même, les États-Unis, ils peuvent porter plainte. Mais au-delà même de l'affaire, de la procédure, je pense que c'est l'image. Parce que c'est pas parce qu'ils gagneront au tribunal que les Américains vont se décider à acheter des téléphones Huawei. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la marque n'est pas présente dans la tête du consommateur. Et c'est ça, l'enjeu, il est vraiment là. Samsung a eu beaucoup de mal avant d'être vraiment présent à la tête des consommateurs. Huawei va mettre encore beaucoup plus de temps. Et en plus, si jamais il y a eu une histoire politique, je pense que ça peut prendre énormément de temps et ça peut même peut-être ne jamais arriver. C'est-à-dire que même s'ils ont le droit de vendre, c'est pas pour autant que les Américains, très compatriotes, très patriotes plutôt, achèteront. Elsa, quels sont les recours pour Huawei? Même conclusion. Il y a deux niveaux de recours. Il y a un, le juridique, et deux, un truc que les deux parties font très bien, c'est du lobbyisme. C'est faire un lobbyisme pas possible auprès des politiques américains, non seulement directement Huawei, mais aussi leurs petits copains Google qui n'ont pas du tout intérêt à sortir du jeu, qui peuvent aussi faire pression sur les élus américains qui voudront bien les écouter pour leur dire que ce n'était pas vraiment une bonne idée. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que je vais y arriver, Huawei peut développer son propre OS? On sait qu'ils y travaillent depuis longtemps, mais l'autre problème, et tu le disais en amont de cette émission, Elsa, c'est que les Américains essaient de les assécher en composants. Est-ce que c'est viable quand on pense qu'aujourd'hui, ils ont aussi la capacité de produire leur propre puce? Aujourd'hui, c'est le cas de Huawei. Est-ce qu'ils ont également absolument besoin des fabricants comme Qualcomm aujourd'hui pour se développer? 66 milliards de dépenses, 11 milliards sont destinés à des fournisseurs américains. Je parle de Huawei. Aujourd'hui. Donc ça fait quand même une certaine dépendance, même si le fondateur de Huawei a répété à peu près toute la journée d'hier qu'il ne dépendait pas de ses fournisseurs américains. Il avait mis des stocks de côté et que pour le moment ça peut aller. Et qu'il y a un effet réciproque. Vous dépendez de vos fournisseurs, mais les fournisseurs dépendent aussi de leurs clients. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour Qualcomm, pour Intel, parce qu'ils fabriquent aussi des ordinateurs. Oui, bien sûr, ils fabriquent énormément de serveurs. Donc théoriquement, ils ne pourront plus vendre d'ordinateurs non plus avec des Intel, ni avec Windows dedans. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft. Mais donc je on pense comprend que mieux l'expression que tu disais tout à l'heure, Elsa, que quelque part Trump se tire aussi une balle dans le pied. Mais ça peut aller très loin parce que justement, je pense que ça va créer un précédent, cette affaire, où des grands acteurs chinois, notamment quand on est numéro 1 du marché, quand on nous appelle Huawei, on n'a pas envie demain d'avoir un président qui remet en question complètement son modèle économique. Donc je pense qu'ils vont tout mettre en place pour ne plus avoir besoin des Américains. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose, ni pour le marché américain, ni pour nous, les Européens. Et on en est où du marché africain. On en est où? Le rappel de la France sera la dernière question parce que je sais que vous devez y aller après. Vous avez plein de rendez-vous et c'est tant mieux pour vous. Quelle est la position de la France sur ce sujet-là et l'Europe? Parce que c'est plutôt le grand silence en ce moment. Est-ce qu'on va vers un durcissement envers Huawei? L'Europe, la balkanisation est en cours, parce que chacun fait son truc dans son coin. Et la France, il y a une loi qui a été présentée, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui doit passer encore en deuxième lecture au Sénat, disons que les opérateurs télécoms, mais là ça ne porte que sur la partie équipement télécom de Huawei, que les opérateurs télécoms vont devoir faire certifier en fait leurs équipements avant de les installer. Alors il y a déjà des dispositions, c'est un peu technique, mais avec l'ANSSI qui existe actuellement, mais qui porte que sur la partie cœur de réseau, qui aurait pu être étendue à la partie radio. Le législateur, pour diverses raisons, a décidé qu'on ferait une loi dédiée en fait à ce problème-là. Donc il y a une loi qui est mise en place et moi je suis beaucoup les télécoms et les opérateurs télécoms français sont assez énervés sur le sujet. Des licences, je suis ton compte Twitter. En Allemagne, ça c'est en train de s'affoler les prix. Et
donc les opérateurs français sont très énervés parce qu'en fait, on va vers une validation a posteriori, c'est-à-dire qu'ils vont choisir leurs équipements, ils vont faire les appels d'offres, ils vont choisir un équipement, et une fois qu'ils ont choisi l'équipement, on va leur dire non, en fait, les mecs, il faut tout recommencer, celui-là, on n'en veut pas. Est-ce qu'il y a des backdoors? Voilà. Non, parce que pas forcément. Pour d'autres raisons. Puisqu'on n'aime pas la couleur. Et là, moi, quand on parle de balkanisation, c'est un vrai problème parce que l'Europe ne fonctionne bien et n'a de son mot à dire que si elle est unie, si elle parle d'une même voix. C'est comme ça qu'on a marché avec 300 millions de personnes. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, chacun fait son truc dans son coin. Et aujourd'hui, c'est la guerre entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre, savoir qui va être le premier à être sur la 4G ou la 5G. Et quelque part, moi, je pense que les Américains et les Chinois, ils tiennent un peu, vont tirer les marrons du feu. Et puis il y a aussi cette histoire aussi de Trump qui essaie de soudoyer, d'influencer ses partenaires, enfin ses alliés. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une énorme pression qui est mise sur l'Angleterre. La France n'est pas tout à fait dans l'OTAN, donc elle souffre un peu moins. Si, on est revenu. Elle est revenue. Donc il y a un souci, il y a un vrai souci où on se dit on ne veut pas fâcher. C'est pour ça qu'on entend très peu les Français. On ne veut pas fâcher notre copain américain et on ne veut pas non plus. On sait que les très proches alliés américains, je pense au Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont interdit purement et simplement. L'Australie, ils ont un autre problème avec la Chine. On en parlera un jour plus longuement. Ils ont aussi une dépendance économique aussi. Parce qu'ils fournissent des minerais. Je connais bien. C'est assez compliqué. Oui, je sais que tu connais bien l'Australie. C'est pour ça que je dis qu'on en parlera un autre jour, parce que je ne veux pas te lancer sur l'Australie. Bon, merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus jusqu'à l'école 42 pour en parler. On va finir l'émission avec notre ami Stéphane et Didier qui ont été patients. Vous allez pouvoir parler. Voilà, on a presque terminé et on va essayer de parler avec Didier notamment de la répercussion aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour le consommateur en France qui a un Huawei? Ça tombe bien, Stéphane en a un. Juste après ce petit jingle pour permettre à nos amis de partir. Stéphane, avant d'aborder quel est l'impact aujourd'hui avec Didier pour les utilisateurs de Huawei, et tu en fais partie parce que tu utilises un P30, je crois, ou un Mate 20, je ne sais plus. Les deux, mais P30 Pro, oui. Voilà. On sait que cette attitude, pour conclure sur la stratégie américaine aujourd'hui, très offensive, voire très défensive quand il s'agit de marques qui attaquent leur territoire ou leur marché sensible comme celui des nouvelles technologies, on sait que les États-Unis ont une faculté particulière de poursuivre en justice une entreprise de manière extraterritoriale à partir du moment où la transaction liée à des faits délictueux est en dollars. C'est vraiment une arme redoutable et assez controversée en Europe. En clair, demain, je dis une bêtise, on mène une transaction en dollars, je suis un concurrent d'une entreprise américaine, l'administration américaine peut me poursuivre, peut saisir même si la transaction a lieu en France. Voilà, donc c'est quand même culturel au niveau de l'administration américaine, c'est très agressif, c'est pas du tout européen comme approche. Et on peut se demander même si c'est très légal tout ça en fin de compte, mais comme c'est les États-Unis, on peut rien dire, quoi. C'est sûr qu'on peut remettre en cause certaines choses parce que ça n'a rien à voir avec le territoire en question, les impôts, etc. Mais comme la transaction s'est faite en dollars, ce qui arrive très fréquemment parce que c'est quand même une monnaie de référence dans le commerce depuis des années, bien évidemment. Donc, en gros, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent avoir leur mot à dire pour tout. Ce n'est pas la première fois. Ils le font dans d'autres domaines. Ce n'est pas de l'ingérence, mais quand il y a des problèmes dans un pays, ils se sentent en capacité et même parfois en devoir d'intervenir, parfois militairement. Là, en gros, c'est cette ingérence, on va appeler ça comme ça, démontre que comme ça touche une monnaie qui est la leur, ils vont le faire. Bon. Il se trouve que quand on est dans cette posture un peu élitiste, ou je sais pas, hautaine ou impérialiste, on va appeler ça comme ça, impérialiste. C'est une façon aussi de se prémunir de quelque chose qui est parfois compliqué et que malheureusement, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'Europe est en train de subir les conséquences, c'est la force et l'arrivée à la première place en puissance économique de la Chine dans les années à venir, tout simplement. Donc c'est une façon potentielle, en plus de d'autres attitudes, parce que ce n'est pas l'unique, de pouvoir rester la première puissance économique mondiale. Et aujourd'hui, tout est redistribué. La Chine, qui est déjà deuxième, pourra dépasser les États-Unis, et s'ils dépassent les États-Unis, on ne sait pas où ils s'arrêteront. Donc c'est une façon peut-être de limiter, parce que les dollars a plus de puissance, ça c'est indéniable, que le yuan.
C'est clair. Enfin, on sait que on va pas faire un décours d'économie, mais on sait que la Chine a acheté beaucoup de dollars et a beaucoup de bons du Trésor américain, donc ils pèsent dans l'économie américaine et on peut pas faire n'importe quoi. Et beaucoup de sociétés américaines dépendent, au-delà de l'aspect fournisseur, etc., des Chinois depuis bien longtemps. Mais c'est le dollar qui est... Revenons après donc cette guerre entre États. Quid de l'utilisateur final? Didier, si tu as pu un peu te renseigner, qu'est-ce qui va changer demain pour un utilisateur de Huawei? On sait donc déjà qu'il y a une prolongation de 90 jours, donc ils pourront faire les dernières mises à jour, a priori, des applications via le Google Store. Par contre, d'Android, c'est moins gagné, hein. C'est effectivement aujourd'hui, si tu achètes un téléphone Huawei, c'est quand même un petit peu l'inconnu sur effectivement la prise en charge à long terme, surtout de tous les services américains. Alors on pense à Google, mais potentiellement ça peut être Facebook, donc Instagram, voilà, tous les réseaux autour de ça, WhatsApp, etc. Et c'est vrai que nous en Europe, on peut pas vivre sans ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas Baidu, on n'a pas tous les services chinois équivalents, on n'a pas créé ces plateformes. On appelle les BATX, les GAFAM chinois, c'est ça? Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter un téléphone Huawei, alors je prenais l'exemple tout à l'heure en Angleterre, où un opérateur a préféré ne plus proposer le téléphone de peur, effectivement, des conséquences et de peur donc des problématiques que vont rencontrer les clients. Moi, je dirais qu'on a quand même moins aujourd'hui, enfin, les gens aiment Huawei parce que voilà, ils ont un certain savoir-faire en photo, etc. Mais je pense que c'est pas exactement la même chose si on t'interdisait l'iPhone, que tu devais vraiment remettre en question tout ton écosystème. Aujourd'hui, sur Android, bon, tu peux quand même arriver à te retourner sur d'autres marques qui proposent des choses quand même pas mal. Donc voilà, effectivement, ceux qui sont très tentés aujourd'hui par les P30 Pro là, qui font des super photos, ils risquent de se poser des questions. Et puis surtout, si tu envisages d'acheter un Huawei, je sais pas, à la fin de l'année parce que tu as le budget, là, c'est clair qu'aujourd'hui, ça va devenir extrêmement compliqué. Allez, on reste avec toi Didier, on va aborder la dernière chronique de cette émission, la dernière rubrique, il s'agit bien sûr du busomètre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple que tu as référencé sur le site Mac Forever? Olivier, on va commencer par les MacBook Pro, qu'on n'attendait pas du tout. Donc Apple renouvelle ses MacBook Pro. Alors pas de gros changements donc pour ces versions 2019, c'est surtout une montée un petit peu en fréquence et en cœur des processeurs, puisqu'on a des MacBook Pro donc, qui montent jusqu'à 8 cœurs. Déjà, on était passé de 4 à 6 l'an dernier. C'est des 15 pouces. Voilà, sur le 15 pouces, puisque sur le 13 pouces, là, il n'y a même pas de changement de génération de processeur Intel, on gagne juste quelques fréquences et rien d'autre au niveau des changements, sauf le clavier. Donc voilà, Apple fait un nouveau clavier. Alors c'est rigolo parce qu'ils font un nouveau clavier, mais ils le disent pas. Tu vois, dans les communiqués de presse, ça n'apparaît nulle part. Ils ont appelé quelques sites. Il y avait bien un problème, on est bien d'accord. On a mis un nouveau matériau dans les claviers. Ça risque de poser un petit peu moins de problèmes. Donc 4e génération quand même sur la même génération de machines, c'est absolument énorme. Qu'est-ce qu'on sait de ce clavier, Didier, concrètement? On savait déjà qu'ils avaient mis des rustines, des petites couches de silicone dans la version intermédiaire que j'ai là, qui est sortie l'été dernier. Quelle est l'amélioration? On a des infos ou pas? Pas du tout. Donc, apparemment, Apple utilise un nouveau matériau. On ne sait pas si c'est un matériau, par exemple, qui repousse la poussière, des choses comme ça. Mais effectivement, alors apparemment, il n'y aurait pas de grosses modifications structurelles par rapport au modèle de 2018 avec leur petite membrane. Mais voilà, on n'a pas d'infos. Il faudra attendre donc le démontage. Mais ce qui est quand même fou de voir cette histoire, l'ampleur que ça a pris et de voir la façon dont se comporte Apple avec ses clients sur des machines quand même à plusieurs milliers d'euros, parfois même 6 000 et 8 000 euros. Donc voilà, si tu as acheté un MacBook Pro il y a 2 ans. Alors je terminerai juste par une petite info aussi concernant donc, le SAV, puisque si tu es touché par ces problèmes, donc Apple étend la garantie à 4 ans. Mais par exemple, les MacBooks qui datent de 2015, ça veut dire que la garantie va bientôt s'arrêter. Et même ceux de 2016, tu vois, on est plus très loin non plus. Donc c'est des machines, quand tu les achètes maintenant, si tu les achètes d'occasion, tu sais que tu vas avoir le problème et tu sais que ce ne sera pas pris en charge en garantie d'ici 1 ou 2 ans si tu as le souci. Et qu'est-ce qui se passe en cas de problème avec un clavier papillon? Didier, qu'est-ce qui se passe en cas de problème avec un clavier papillon? Est-ce qu'on te met la nouvelle génération du clavier? Alors uniquement sur les modèles 2018. Donc eux, si tu as un problème, ils te mettront la version 2019 du clavier. Par contre, pour les anciennes générations, alors c'est peut-être compliqué techniquement, on ne sait pas exactement le problème réel, ou est-ce que Apple fait un petit peu de mauvaise volonté pour te pousser à changer. Mais en tout cas, oui, c'est très décevant, surtout pour ceux qui ont acheté les premières générations de machines. Bien. Deuxième rumeur au busomètre cette semaine. Alors on reste quand même sur les MacBook Pro, je pense qu'il fallait en parler quand même cette semaine, c'est le FlexGate, tu sais, il y a certains écrans donc des derniers MacBook Pro qui posent des problèmes puisque la petite nappe de connexion à l'écran apparemment serait un petit peu fragile. Donc Apple a enfin reconnu le problème puisque ça faisait quand même, je sais pas, une bonne année ou une année et demie que ça traînait. Donc là, ils vont prendre ça en charge, alors uniquement sur les 13 pouces pour l'instant. Troisième rumeur.
Alors ça, c'est assez excitant. On apprend quand même. Alors, c'est un analyste qui te dit qu'il a des super sources de la mort, mais il prétend donc qu'Apple aurait bien failli racheter Tesla. Alors, c'était en 2013, donc quand Tesla était achetable, on va dire. Oui, il était en creux de la vague. Exactement. Et puis surtout qu'Apple préparait son projet Titan, donc de sa voiture autonome électrique. Donc depuis, on sait qu'il y a eu pas mal de changements. Mais moi, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait donné Tesla avec Apple aux commandes. Voilà. Allez, 4e rumeur. Alors là, c'est une rumeur qui touche l'iPad, puisque tu sais qu'il y a énormément d'illustrateurs qui attendent Photoshop sur la tablette. On sait qu'on aura peut-être un nouvel OS à la conférence des développeurs. Ouais. Mais c'est vrai que Photoshop, c'est quand même la grosse sortie. Et Adobe va proposer une bêta. Donc très bientôt, apparemment, ils ont déjà demandé, on peut aller s'inscrire là pour être sur la liste. Donc ça, c'est hyper cool si vous avez... pouvoir dessiner avec un stylet et un écran tactile. Bientôt peut-être sur le Mac, qui sait, je rêve. Allez, dernière rumeur. Et une dernière rumeur amusante, alors, tu sais qu'Apple va sortir une carte de crédit pour l'instant aux États-Unis et on apprend que Steve Jobs y pensait déjà en 2004. Voilà, donc Steve Jobs, définitivement un visionnaire. Donc voilà, évidemment, il n'y avait pas tout Apple Pay, tout l'écosystème autour, mais il avait déjà pensé qu'on capturait un petit peu ses clients comme ça par J'imagine en 2004, Apple, voilà, il commençait à être un géant de la musique, mais il était loin d'être un géant de la tech comme il est aujourd'hui. Merci Didier pour ces rumeurs. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Virgile. Mon coup de cœur cette semaine, c'est une application pour tous ceux qui font de la photographie, qui cherchent des spots assez sympathiques, sur Paris en tout cas. Ça s'appelle Spotter, c'est gratuit, c'est sur l'iPhone et ça te donne en gros plein de spots avec des vues sympathiques pour faire de la photo ou des plans vidéo. Alors, si tu cherches par rapport à des problématiques d'illustration, par exemple, tu as besoin de tel plan par rapport à un film, tu sais où tu peux aller tourner, tu cherches un plan romantique, d'accord, on va essayer on fait le Mac, on va voir si on trouve. Tu as dit comment ça s'appelle ? Ouais, c'est Spotter. Spotter, merci Virgile. De ton côté, Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors Olivier, cette semaine, j'aurais pu mettre le compte Twitter d'Elsa Bambaro, parce que on peut suivre les enchères de la 5G en Allemagne, c'est très intéressant. Ça atteint des sommets. En fait, non, pour une fois, ce sont 2 publicités. La première, c'est Spirit of the Brave de la marque Diesel, la filiale de L'Oréal, une des marques de L'Oréal, un parfum, avec Neymar comme personnage principal et ses tatouages. Et on apprend même comment, depuis tout petit, en fait, comment il a trouvé ce truc pour marquer tous ses pénaltys. Et c'est l'agence Buzzman qui l'a fait. Et vous verrez, c'est vraiment bien fait. Et la deuxième est encore plus impressionnante. C'est pour Lacoste. On l'appelle Crocodile Inside. Vous la verrez. C'est comme un film, en fait. Vous l'apprécierez. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, certes, mais c'est magnifique. Et je vous encourage à aller la voir. Voilà, pour 2 publicités. Donc, pour une fois n'est pas coutume. Merci Stéphane. De ton côté, Didier, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors mon coup de cœur est français. Alors tu vois, en France, on fait pas des super gros téléphones qui marchent super bien, on fait pas des OS non plus sur toute la planète, mais par contre, on fait des calculatrices. Alors c'est une petite société qui s'appelle Numworks, qui a été créée à Paris par un ancien élève de Polytechnique. Et en fait, c'est incroyable, c'est en fait, les calculatrices, c'était un petit peu un monde endormi depuis 20 ans. Je sais pas si t'es allé à Carrefour récemment, t'acheter une calculatrice, mais c'est quasiment la même qu'il y a 20 ans, 30 ans. Donc l'idée de remettre un petit peu ce marché à plat et puis d'aller bousculer un petit peu les habitudes était assez intéressante. Ils ont fait donc un produit, tu peux remettre des images, on est allé interviewer des profs, on a vraiment testé la calculatrice et c'est vrai qu'elle apporte par exemple le langage Python, c'était la première à le faire, c'est quand même assez novateur. Elle bouge un petit peu l'écosystème en proposant un système open source, donc tu peux même fabriquer ta calculatrice, l'imprimer en 3D, imprimer les plans, toute l'électronique est aussi open source, et elle ne coûte que 80 €, et puis elle répond effectivement au mode examen, enfin elle est conforme à de nombreuses académies. Et je terminerai juste pour faire un petit rapport avec l'émission d'aujourd'hui, j'ai demandé si elle était construite en France, alors on m'a dit non, en Chine, et j'ai demandé mais pourquoi vous l'avez pas fait en France, est-ce que ça coûterait plus cher, et ils m'ont répondu tout simplement que en France on n'a même pas la compétence, c'est-à-dire que les Chinois sont vraiment meilleurs que nous pour faire ce genre de produit. Et puis les gens qui étaient capables de les faire il y a quelques années, aujourd'hui ne travaillent plus, ils sont tout simplement à la retraite et le lien de la transmission de ce savoir-faire c'est malheureusement perdu. Il peut revenir, mais ça met malheureusement du temps. De mon côté,
mon coup de cœur. Regardez, qu'est-ce que c'est cet étrange objet? Alors, je vais me le mettre de ce côté, parce que là, vous allez deviner. Regardez, hop, ça s'ouvre comme ça. Regardez, c'est étonnant. Regardez, ce n'est pas... Non, c'est pas un vaisseau spatial de Star Wars, hein, de l'Empire. C'est le dernier né des routeurs Wi-Fi de Netgear, le Nighthawk AX8. Particularité, il intègre la dernière génération de standard sans fil, le Wi-Fi de 6e génération, le Wi-Fi 6, il promet des débits jusqu'à 4 fois supérieurs au Wi-Fi AC, soit 4,8 gigabits par seconde en 5 GHz. Voilà, il ne reste plus à attendre qu'Apple intègre le Wi-Fi 6 dans ses prochaines machines. Pour le MacBook Pro, malheureusement, ça ne passera pas pour tout de suite. On espère peut-être pour le Mac Pro lors de la WWDC, c'est dans 15 jours. Nous serons en direct et en public pour commenter l'Apple Event depuis l'amphithéâtre de 42 et découvrir, on le souhaite, donc ce nouveau Mac Pro. Vous pouvez assister à la captation à 42 et suivre la conférence sur écran géant en vous inscrivant à contact@onrefaitLemac.com. contact@onrefaitLemac.com. Voilà, c'est la fin de ce 335e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Stéphane, merci Didier et Virgile d'être restés jusqu'au bout. Salut Olivier, à la semaine prochaine. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine mission. Cette semaine prochaine, on va essayer de te mettre sur la piste du prochain iPhone, tout un programme. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, sans oublier la petite cloche pour être prévenu en temps réel qu'une émission avec une notification est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.